Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, et on aime le Made in France sur Sud Radio, et c'est une spéciale Made in France ce soir, avec notamment Olivier Robert, fondateur de Sacré Français, qui est en studio avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors il y a quelques jours, le salon du Made in France a montré l'intérêt des Français pour le Made in France, et parmi ceux qui se battent pour faire connaître leur savoir-faire, il y a cette plateforme. On va parler de ce salon et évidemment des Sacrés Français dans quelques instants. Fleuron industriel français, Bergère de France, après des mois d'incertitude, amorce un nouveau départ avec la structure coopérative. Jean-Michel Nicolas, nouveau dirigeant de la SCOP, sera avec nous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ça, c'est dans la Meuse. On prendra la direction de Perpignan avec LCS Group, atelier de personnalisation et de fabrication française de textiles pour les professionnels, les clubs sportifs, les collectivités et les particuliers. Nous aurons le fondateur Nicolas Gomarir en notre compagnie. Direction ensuite la Vendée avec les petits culottés, les premières couches naturelles et écologiques, ainsi que le premier lait maternel bio français. Mathieu Batteur, cofondateur, sera avec nous. Et en fait, après, on parlera des brosses, la brosserie française fondée en 1845, c'est-à-dire 180 ans l'an prochain. Ça fait un certain moment. Spécialiste de la brosse à dents manuelle, où j'ai une expérience, et des brosses à cheveux, où j'en ai beaucoup moins. Et là, c'est du côté de l'Oise, sera avec nous. Bienvenue à tous. On se retrouve tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. Alors, Olivier Robert, ce salon du Made in France, qu'est-ce qu'il a donné cette année ? Eh bien, ce qui est incroyable, c'est que c'est systématiquement un succès. C'est-à-dire que d'année en année, c'est un succès. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'intérêt qu'ont les Français sur les produits Made in France, les entreprises françaises est croissant. Et que c'est la démonstration que, même si c'est un événement de 4 jours, mais c'est la démonstration que ça fonctionne. Et que toutes ces entreprises et ces entrepreneurs ont raison de se battre parce qu'ils vont y arriver. Et vous recrutez de plus en plus pour les Sacrés Français. Bien sûr, et puis nous, notre objectif est à peu près similaire, mais un peu quotidien, consiste à aider ces entreprises françaises à réussir, leur donner de la visibilité, les mettre en avant et faire en sorte qu'elles réussissent. Alors, on a avec nous un fleuron industriel français, Bergère de France, qui renaît de ses cendres. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Alors, Bergère de France avait été placée en redressement judiciaire. Pour quelle raison ? Comme beaucoup d'entreprises, malheureusement aujourd'hui, des difficultés financières et des difficultés à régler ses factures, tout simplement. Et depuis des années, Bergère a des hauts et des bas. Et là, vous dites Bergère, c'est le mot de l'entreprise ? Ah bah oui, c'est le mot affectif. On a nos bergers, nos bergères du sud de la Meuse à Bar-le-Duc. Voilà, avec des difficultés, rencontré des difficultés sur, par exemple, le coût énergétique, l'envolée du coût énergétique qui a assommé quelque part aussi l'entreprise, assommé en termes de charges, plus les différentes difficultés rencontrées dans le passé ont mis à terre Bergère de France. Et vous êtes reparti sous forme de SCOP. Alors comment ça s'est fait ? Alors, c'est une Société histoire coopérative. Exactement. Avant tout, on s'est dit, on s'est réunis avec des cadres de l'entreprise. On s'est dit, mais est-ce qu'on peut laisser disparaître Bergère de France ? Entreprise du patrimoine, vous le disiez tout à l'heure. Entreprise qui a des vraies valeurs, qui a passé les générations. J'imagine que votre grand-mère, vous voyez encore dans le salon de votre grand-mère le petit catalogue de fils avec des échantillons. Arrête dans celui de ma mère. De votre maman. Ah mais je vous vois toujours trop jeune. Vous êtes vraiment sympa, vous savez rattraper le coup. Et puis aujourd'hui, effectivement... C'est pour ça que ça m'a touché de voir Bergère de France invité. Voilà, votre maman. Et puis nous, on s'est posé la même question. Et on s'est dit, est-ce que Bergère de France peut exister demain ? On a construit ce projet, on a avancé ensemble, et puis on s'est dit, naturellement, un projet, il faut le financer. Et comment on peut le financer ? Comment on peut travailler ensemble ? Et si on associait tout le monde à ce projet, peut-être un peu fou sur le papier, mais qui aujourd'hui n'est plus quelque chose de fou, qui est quelque chose de réel. Et on a travaillé, on a construit, on est allé chercher des financements, et on a réussi en interne à mobiliser. Et c'est eux-mêmes, d'ailleurs, les salariés qui nous ont dit, mais je veux pas arrêter. Certains étaient à 1 an de la retraite, pouvaient bénéficier de leur licenciement économique, ils se sont dit, mais jamais de la vie, je vous accompagne, je reste. Et Bergère de France, c'est ma région, c'est mon département, c'est ma ville de Bar-le-Duc, et je suis attaché, et je vous aide et je vous accompagne. Alors vous faites du fil, racontez-nous tout ce que fait Bergère de France, qui a un savoir-faire ancestral. Alors Bergère de France, avant tout, c'est une entreprise de mode.
C'est une entreprise qui va créer des modèles, qui va vous donner envie. Environ 300 modèles par an sont créés en France par des équipes. À l'issue de ces créations, on va définir des compositions de fils. Et ces fils, on va les créer dans nos usines. C'est-à-dire qu'on va assembler, on arrive avec des mèches, qu'on va teindre, on va assembler de la laine, on va assembler de l'acrylique et on va faire différents mélanges pour pouvoir réaliser ce modèle in fine. Ce modèle, ensuite, on va le publier, on va réaliser nos propres magazines également, aussi encore une fois en France. On va faire du publipostage pour animer notre clientèle, là aussi réalisé en France avec nos propres machines. On est les seuls au monde à pouvoir envoyer ce fameux petit catalogue que votre maman, vous le disiez tout à l'heure, et vous le voyez encore, je le vois dans vos yeux qui brillent. Il était où? Il était là, juste à côté du canapé, avec les aiguilles qui passaient, ça piquait un petit peu les fesses à un moment. C'est ça. C'est ça, les aiguilles. Voilà, on sait faire ça, et puis on va vendre aussi auprès de magasins indépendants, via des merceries ou un petit peu de GSS, qui vont proposer notre offre, et puis aussi via, en direct, notre clientèle via notre site internet particulier. Olivier Robert, magnifique bergère de France. Fleuron. Magnifique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la résilience que peuvent avoir ces entrepreneurs en se disant comment on fait pour faire grandir et repartir une entreprise comme ça. Mais j'ai une question, moi, qui arrive comme ça, c'est plus personne tricote aujourd'hui. Mais Olivier, sortez de la salle, s'il vous plaît. Bientôt, je vous demande de vous arrêter. Mais je suis sûr que c'est une question que se posent les gens. Mais bien entendu, on a notre clientèle traditionnelle. Effectivement, vous parliez de votre maman, mais pas seulement de votre maman, qui tricote. Pourquoi elle tricote? Parce qu'elle a envie de transmettre un peu d'amour aussi. Et un peu de sa passion, un peu de son temps qu'elle va vous transmettre via un modèle qu'elle a tricoté. Ça, c'est le premier point. Mais on a surtout aussi cette nouvelle génération qui arrive. On a ce qu'on appelle des nouveaux outils, par exemple les aiguilles circulaires, qu'on peut mettre dans un sac. Avant, on voyait les aiguilles sortir du sac, on se piquait les fesses avec. Voilà. Aujourd'hui, il y a des nouveaux outils comme le crochet également, qui permettent de séduire une nouvelle clientèle de jeunes, et surtout cette jeunesse qui a besoin de cette histoire, qui a besoin de se raccrocher à quelque chose avec des produits nobles, et créer et personnaliser son produit. Donc on voit de plus en plus de jeunes qui ont envie de créer, qui démarrent par la chaussette, qui démarrent par le bonnet, et qui finissent sur des réalisations absolument extraordinaires aussi à la maison. Alors l'entreprise, elle faisait 13,8 millions d'euros sur l'exercice 2023-2024. Oui. Ça repart bien, vous développez sur toute la France, à l'international, vos distributeurs. Comment est-ce que vous commercialisez vos produits ? Alors, on a deux méthodes de commercialisation. Je vais rester essentiellement sur la France dans un premier temps. D'abord, je vous le disais, on a des partenaires, des magasins indépendants qui revendent nos marques sur toute la France. Des merceries Traditionnelles, absolument, bravo. Celle que votre maman fréquentait, oui. Vous voyez encore, aujourd'hui, il y a quand même un marché de la mercerie. Et puis, on a la chance aussi d'avoir notre propre réseau de distribution en direct via notre site internet, où on va pouvoir proposer aussi toute notre offre. Et puis, dernièrement, on s'est dit, une entreprise, pour qu'elle vende, il faut qu'elle soit connue, il faut qu'elle soit visible. Et là, on est en train d'entamer un nouveau partenariat avec des magasins Maison de la Presse. Alors, pourquoi Maison de la Presse, vous me direz ? Oui. Pourquoi Maison de la Presse ? Vous savez, une Maison de la Presse, aujourd'hui, c'est entre 400 et 800 passages par jour. Ah oui. La Maison de la Presse, c'est quoi aussi ? C'est souvent le dernier commerce. Oui. C'est aussi un commerce multiservice. Oui. Et puis, c'est de la presse. Nous, avant tout, on vend des modèles, on donne envie. Et donc, on vient de mettre en place des kiosques, par exemple, dans les maisons de la presse. En très peu de temps, il y a déjà pratiquement 80 maisons de la presse qui ont accepté cette offre et qui vendent et nos magazines avec 20 à 25 modèles par magazine en fonction des différentes tendances. Et puis, ils peuvent aussi proposer d'acheter du fil à tricoter en direct. Et donc, ce qui va nous permettre demain d'être présents dans toutes les villes de France, dans tous les villages de France, puisque la maison de la presse est souvent le dernier commerce. C'est absolument extraordinaire. Et vous avez parlé de la France à l'international, vous commencez à vous développer ou à vous redévelopper ? Alors, on était pour des questions de rentabilité, on a coupé des marchés. Oui. On est en train de reprendre ces marchés. Aujourd'hui, on a un marché privilégié. Déjà proche, c'est la Belgique, on continue. Oui, sûr que dans la Meuse, la Belgique, c'est pas très loin. Exactement. Puis on aime tous les deux la bière. Oui. Vous divulguez les discussions en studio pendant les pubs. Quand même. C'est la vie. C'est la vie. Oui. C'est la vie. Et puis il y a le marché canadien qu'on est en train de restructurer. C'était un vieux marché historique qui là aussi n'était pas rentable. Donc on retravaille avec des grossistes sur les pays à l'international pour plus distribuer en direct et donner le marché à une personne qui connaît parfaitement le produit et son marché. Magnifique, merci Jean-Michel Nicolas, vous restez avec nous. Nouveau dirigeant de la SCOP, la coopérative bergère de France, qui vient de redémarrer. On lui souhaite longue vie et surtout
beaucoup de couleurs parce que vous le vouliez ou non, vous apportez de la couleur à la vie. Voilà, et puis surtout un gros travail d'équipe avant tout. Alors là, on était dans la Meuse, on va aller à l'autre bout de la France, direction Perpignan. Vous voyez, là c'était la frontière belge, là c'est quasi la frontière espagnole. On va retrouver Nicolas Gomarir, fondateur de LCS Group, et c'est aussi dans le textile. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables spéciales Made in France avec les Olivier Robert, fondateur des Sacrés Français. Olivier Robert, il y a des légendes urbaines, comme on dit de manière un peu précieuse, qui disent que le Made in France c'est plus cher, mais c'est pas vrai. Ben non. Évidemment non. Alors d'abord, il y en a qui sont en train de le démontrer, et on va en parler tout à l'heure avec Olivier Remoissonnet. Mais en réalité non, parce que si on s'attache que au prix, c'est pas la seule chose importante. Quand on achète un produit, on l'achète aussi pour son design, on l'achète aussi pour sa qualité, on l'achète aussi pour sa durabilité, on l'achète aussi parce qu'il a des valeurs de proximité, des valeurs sociales. Donc quand on regarde tout ça, un produit français, made in France, est pas plus cher. Si vous achetez, je vais vous donner un exemple très concret. Si vous achetez une paire de chaussures haut de gamme française qui vaut 400 €, qui dure 10 ans, cette paire de chaussures, elle vous coûte 40 € par an. Oui. Je pense que la plupart des gens dans la fast fashion mettent beaucoup plus d'argent par an en chaussures. C'est vrai. Donc c'est une manière d'aborder les choses différentes. Et 76% des consommateurs considèrent le Made in France comme un critère de choix. Oui. Alors c'est là où c'est là où c'est formidable. Mais il faut qu'on en arrive à passer le cap entre l'intention et l'action. L'intention, elle est louable et elle est là. Donc ça veut dire que tout ce qui est fait autour du Made in France est bien fait. Maintenant, il faut que ça se voit réellement dans les rayons, dans les achats quotidiens, et pas comme des achats militants, mais des achats responsables normaux. Et direction Perpignan, où nous retrouvons Nicolas Gomarir, fondateur de LCS Group, la crèmerie sérigraphie. Moi, quand j'ai lu crèmerie au départ, je me dis on va parler de nourriture, et puis pas du tout, puisque vous faites la personnalisation, la fabrication française de textiles pour les professionnels, les clubs sportifs, les collectivités et les particuliers. Bonsoir Nicolas Gomarir. Bonsoir à tous. Expliquez-nous vos cœurs de métier Made in France version catalane. Alors déjà pour vous éclaircir le nom déjà, la crèmerie sérigraphie, ça vient du premier atelier que j'ai eu à Perpignan qui était une ancienne crèmerie et tout le monde disait on va à la crèmerie faire des t-shirts et des maillots de sport. Donc on avait gardé le nom la crèmerie sérigraphie qui s'appelle aujourd'hui LCS, voilà le diminutif pour justement les gens à force croyaient que c'était un marchand de fromage, donc on a changé un peu. Mais crèmerie, c'est porteur en Catalogne. Avec la crème catalane, c'est assez cohérent aussi. Voilà. Et on est la crème de la crème catalane. Et vos cœurs de métier alors? Donc alors, moi j'ai créé l'entreprise, on a fêté les 10 ans en octobre. Bon anniversaire. Donc, merci. Comme vous l'avez dit, on était spécialiste à la base dans le marquage textile et dans le textile publicitaire. Et j'ai fait évoluer l'entreprise petit à petit dans la fabrication de maillots de sport avec notre marque propre qui s'appelle Maillot Français. Oui. Où on distribue à travers les clubs. Et aujourd'hui, j'ai la chance, j'avais justement un rendez-vous. Il est à côté de moi, c'est un président de club. Ah, donc, magnifique. Voilà, donc c'est un bon témoin. Bonsoir. Un club de quoi? De foot, de rugby, de hand? Alors à Perpignan, vous avez une chance sur... Alors du rugby ou du rugby à 13? Du rugby à 13, voilà, c'est ça. C'est le club de Pied à 13. D'accord, parfait. Qui évolue en élite 1. Voilà. Parfait. Et qui, depuis 10 ans qu'on travaille ensemble, et qui achète des produits français depuis 10 ans pour son club et des maillots français. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Alors, vous avez des partenaires publics, privés, vous travaillez beaucoup avec les clubs, avec le maillot français, mais vous avez aussi une autre activité. Oui, on a l'activité. Donc, Maillot Français, c'est notre marque de maillots de sport. On a une autre marque qui s'appelle Côté Français, oui, où on décline des maillots des textiles made in France en mettant en avant les régions qu'on distribue à travers des réseaux affiliés en France. Voilà. On a une autre marque qui s'appelle Labor, qui est une marque d'uniformes, et notamment les uniformes scolaires made in France. Magnifique. Et après, on a tous les ateliers en interne. On a 38 salariés qui font du marquage, de la sérigraphie, de la broderie. Et on ouvre à partir de janvier un centre de formation sur les métiers du textile. Où on va former à Perpignan, à coller à l'usine. Oui. Où on va former à peu près 12 jeunes par an
à tous ces métiers qui sont dans notre usine, quoi. Génial. Vous avez combien de salariés aujourd'hui? Ah ben on est une quarantaine aujourd'hui. Ah, c'est beau. On est une quarantaine de salariés en CDI. Après on a les CDD. Suivant les périodes, on peut monter jusqu'à 45-50. Et après il y a tous les emplois indirects où on travaille beaucoup avec des ESAT aussi autour de chez nous Oui. pour faire de la confection, pour faire de l'emballage. Enfin voilà, on essaye de rayonner aussi autour de l'usine pour créer de l'emploi aussi. On voit le bel écusson de votre ami à côté, juste derrière vous, et le vôtre aussi d'ailleurs. Hein. Voilà. Une question, est-ce que les JO de Paris, ça a fait monter la demande avec les clubs sportifs, parce que ça a créé des vocations mécaniquement? Ça a créé des... Enfin, nous, les JO, on n'a pas forcément eu beaucoup de marché avec, mais Ah mais c'est je vrai que parle ça a quand même- en contrepartie, quoi, que ça arrive avec les sports. On a beaucoup plus de licenciés, faut qu'on ait plus de maillots, par exemple. Ouais, bon, aujourd'hui, les clubs, mais il est là comme le président et témoin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de licenciés, les jeunes se mettent de plus en plus au sport et c'est une bonne nouvelle, mais le problème, c'est qu'il y a de moins en moins les clubs ont de plus en plus de difficultés à aller chercher des partenaires. Oui. Et donc voilà, c'est là toute la complexité de développer le sport. C'est aussi que les clubs ont besoin, notamment les clubs amateurs, ont besoin de partenariats et de financement justement pour payer tout ça, quoi. Olivier Robert. Oui, alors ça c'est la bonne démonstration par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que les produits ne sont pas plus chers dans le cas du maillot français. Alors, j'ai pas essayé les pelotes de laine Bergère de France. J'ai essayé hier à mon entraînement de hand le maillot français et c'est formidable. Je veux dire, la qualité est exactement la même que ce qu'on a sur des marques internationales et le tarif est tout à fait compétitif. Tout à fait compétitif. Comment est-ce qu'on fait pour faire encore du textile en France? Parce que on a vu ce qui s'est passé, je pense pas très loin d'un département limitrophe des Pyrénées-Orientales, qui est l'Ariège, qui a subi par exemple la vallée de l'Avlanais, qui était une vallée de textile. Quand ça a été ouvert au textile chinois, ça a été une hécatombe. Comment est-ce qu'on fait pour produire encore en France? Ben, moi, quand j'ai démarré, on m'a dit que c'était impossible de relocaliser en France, impossible de concurrencer les grandes marques de sport. Mais impossible n'est pas sacré français, comme dirait Olivier. Exactement. Et impossible, nous, ça nous a motivés, je pense, au sein de l'équipe. Et voilà. Alors, comment on fait? Je pense qu'il faut créer des ruptures dans les schémas économiques, dans la façon de vendre des produits, en fait. On vend pas qu'un maillot, on vend de l'emploi, on vend le territoire, on vend plein de choses. Et en même temps, on arrive à être compétitif avec cette nouvelle usine parce qu'on arrive à réduire les coûts de fabrication, les coûts de main-d'œuvre. Aujourd'hui, ce qui pèse le plus sur un produit manufacturé en France, c'est le coût de main-d'œuvre. Donc, il faut qu'on arrive à baisser ces coûts en ayant des ateliers de plus en plus industrialisés, quoi. Nicolas Gomari, Bergère de France, veut vous parler par la voix de Jean-Michel Nicolas, son dirigeant. Voilà. Encore une fois, bravo, mais moi, ce que j'entends, et on est assez proche, on vend une identité. On vend une identité, on vend des hommes et des femmes qui sont là et qui ont mis leur cœur, et on sait d'où ça vient. Et je retrouve dans ces mots, voilà, ça m'a fait vraiment sourire. Et voilà, et je suis heureux d'entendre ça sur l'antenne. Vous pourriez travailler ensemble? Bah, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Et je voudrais préciser aussi que dans nos maillots, et ça va plaire à Bergère de France, je pense, Ouais. dans chaque maillot, et le client qui est témoin à côté de moi, dans chaque maillot, il y a la photo de la couturière qui a cousu le maillot avec son prénom. Ah, c'est génial. Ben voilà, c'est tout à fait ça, c'est quelqu'un derrière. C'est le lien, c'est la filiation, c'est le lien, exactement ça. Hein. Ah, c'est le lien, la filiation, ce que dit Olivier Romoissonnel, PDG de la brosserie française. C'est vrai que c'est beau de mettre dans le maillot la photo de la personne qui a confectionné ce maillot, non? Est-ce que c'est pas un peu très culturel, culture ouvriériste? Moi, je trouve ça très beau. C'est très bien, et en plus, ça apporte un regard important, c'est que ça donne un nouveau regard de l'industrie pour le grand public. Et ça, c'est important de changer ce regard-là, parce que l'industrie a montré des images sur les 30 dernières années qui n'étaient pas toujours très séduisantes. C'est vrai. Et à travers ça, on change le regard et on redonne de l'affectif sur le produit et sur l'emploi qui va avec.
Merci beaucoup Nicolas Gomarir, fondateur de LCS Group à Perpignan, la crèmerie sérigraphie, mais c'est bien du textile et pas du laitage. Merci, bravo à vous et puis bonne chance à votre client là, pour le championnat de National 1 à 13, très beau sport, et je rappelle que Sud Radio est bien évidemment la radio du rugby. Dans quelques instants, cap à l'ouest, on va prendre la direction de la Vendée pour parler des petits culottés. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est un grand plaisir que maintenant qu'on a la Sud Radio sur Lyon et la famille grandit, c'est une super nouvelle. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et on aime toujours autant le Made in France sur Sud Radio dans les vraies voix responsables. On était du côté de la Meuse, on est parti du côté des Pyrénées-Orientales. Et là, Olivier Robert, on va faire un tour du côté de la Vendée pour la production de lait infantile et de la Bretagne et des Vosges pour 2 sites de fabrication de couches. Mais on va revenir sur vous, les Sacrés Français. La plateforme Les Sacrés Français, ça progresse bien en ce moment. Oui, tout à fait. Ça progresse bien. On est des entrepreneurs comme les personnes qui sont reçues ici. L'idée, c'est d'essayer de trouver systématiquement les meilleures solutions pour accompagner ces entreprises à réussir. Et là, par exemple, nous avons créé une académie. L'idée, c'est de dire comment on peut aider les gens à être meilleurs sur ce qu'ils font en termes de communication, puisque c'est notre spécialité. Et nous lançons en 2025 la 2e édition des rencontres du Made in France que nous avions fait au mois de mai 2024 et qui aura lieu donc le 22 mai 2025. Et tous les dimanches de 13h30 à 14h, il y a une émission qui s'appelle C'est ça la France sur le Made in France, animée par notre amie Nathalie Schrein-Guirma. Absolument. Exactement. Qu'on embrasse. Bonsoir Mathieu Batteur. Bonsoir Philippe, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Vous êtes le fondateur des Petits Culottés, là c'est pour la classe biberon, puisque vous faites un lait infantile bio et des couches 100% écolo. Expliquez-nous comment est née l'idée, comment vous fabriquez. Alors, vous avez un site de production pour les laits infantiles en Vendée, à Montaigu, et pour les couches c'est à Ploërmel, donc dans le Morbihan, et dans les Vosges, à Laval-sur-Vologne. Exactement, c'est une aventure qui a démarré maintenant il y a 6 ans et l'idée elle était assez simple quand avec mon associé qui allait être papa à ce moment-là a dit voilà il faudrait produire, faut replacer le contexte, hein. C'était au moment où on voyait du glyphosate partout dans les couches, où c'était placardé à tous les niveaux et on se disait on peut peut-être créer finalement la couche de demain. Et pour le coup, on a fait le tour de tout ce qui pouvait se faire au niveau mondial. Et pour le coup, une petite usine, du coup, dans les Vosges, qui a bien grossi depuis, produisait la meilleure couche, c'est-à-dire voile naturelle en contact avec la peau, traçabilité des perturbateurs endocriniens, plus grande absorption avec la classification A en termes d'absorption. Tout simplement, on remplace les matériaux chimiques par des matériaux naturels et tout ça fabriqué en France. Donc là, à ce moment-là, il faut imaginer que le fabricant nous avait regardé et nous disait « Mais les gars, vous êtes complètement tarés. Vous me demandez un cahier des charges, personne ne va l'acheter votre couche. » Ça, c'est ce qui s'est passé il y a 6 ans, jour pour jour quasiment. Et pourtant, on a réussi parce que tout simplement, dans le schéma de distribution, on a coupé la totalité des intermédiaires. Donc quand, justement, juste avant, il y a ce qu'on appelle B2C, business to consumer, fabricant au consommateur. Exactement. Ça part de l'usine de fabrication pour être livré directement chez les parents. En faisant ça, on coupe toutes les marges intermédiaires, à la fois en coût logistique, mais en marge, par exemple, de grande surface, ce qui permet tout simplement aujourd'hui d'être même moins cher que l'acteur historique sur le marché des couches. Alors, vous avez lancé un concept génial, l'abonnement pour le lait infantile et pour les couches. Racontez-nous comment ça fonctionne. C'est hyper simple, on enlève une charge mentale pour les parents. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de réfléchir, ça arrive finalement tous les mois. Alors c'est de l'abonnement ultra flexible, hein. C'est les parents qui choisissent quand ils seront livrés, à quelle fréquence, ils peuvent changer soit la taille, soit l'âge. C'est vraiment soit livré chez papy, chez mamie, au lieu de travail. C'est eux qui paramètrent à quel moment ils souhaitent se faire livrer. Ils peuvent mettre en pause, réactiver à tout moment en fonction de leurs besoins. Alors, vous faites également un lait 100% bio. Expliquez-nous quelles sont les caractéristiques de ce lait, parce que ça, on le fait ingurgiter par nos bébés, et c'est quand même important pour rassurer ceux qui nous écoutent et qui vont dire, tiens, je vais peut-être essayer ça, mais en quoi il est bio par rapport aux autres laits qu'on trouve dans le commerce, les laits maternisés? Là, aujourd'hui,
c'est la même philosophie que les couches, proposer le meilleur possible. Sur le lait, on va au-dessus de tout ce qui se passe côté réglementation européenne. Alors, bien sûr, on est bio, donc ça permet d'avoir l'assurance de ne pas avoir de traces de pesticides et d'antibiotiques dedans. Mais on ne s'arrête pas là. Ça veut dire qu'on vient jusqu'à l'analyse toxicologique systématique, et pas une fois par an, et sur chaque lot. Ça veut dire qu'on vient vérifier à chaque fois qu'il n'y a pas de salmonelle, pesticides, métaux lourds. Je prends l'exemple des métaux lourds. La réglementation européenne fixe de les vérifier une fois par an. Nous, on vient le vérifier systématiquement et sur chaque lot. Donc ça, c'est le côté qui permet d'être rassurant. Mais ce qui est important de répéter, parce qu'il y a ce que l'on ne voit pas en indirect. Et en indirect, il y a des hommes et des animaux. Donc là, on travaille avec une coopérative qui s'appelle Biolait, qui fournit du coup la laiterie en Vendée. Et en indirect, c'est 1200 éleveurs. Alors nous, il y en a une soixantaine autour de la laiterie. Et chaque éleveur, du coup, a un cahier des charges ultra précis. Donc quand aujourd'hui, on entend dire la crise des éleveurs, etc., mais je suis à 100% et 1000 fois derrière eux. Parce que nous, aujourd'hui, le prix de l'hectolitre, on le paye 2 fois plus cher parce qu'on achète un cahier des charges indirect. C'est-à-dire que nous, ils font exclusivement du bio, ils donnent du bio du coup à manger du coup à leurs vaches, du circuit court même au niveau de l'élevage. Chaque vache du coup a 1 hectare par vache, donc c'est pas un appartement comme à Paris là pour le coup, elles ont vraiment de la place. Là, c'est pas la Studette, on est bien d'accord. Et pour le coup après derrière, c'est un éleveur pour 25 vaches, donc c'est vraiment de l'agriculture tout sauf intensive et ça en fait en indirect à notre petit niveau. Alors petit niveau, on a quand même grossi depuis, mais ça nous permet finalement d'à la fois de bien rémunérer, parce que c'est même les éleveurs qui fixent le prix du lait, mais également du coup en indirect d'avoir un bienfait à la fois sur l'environnement et sur le milieu animal. Olivier Robert, vous voulez réagir? Oui, tout à fait. Encore une fois, une démonstration que c'est possible. Et on voit bien, alors ça me fait penser là à l'instant à une maxime qui m'anime tous les jours. C'est la fameuse maxime de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et c'est ce qui réunit tous ces entrepreneurs. Parce que eux, j'imagine qu'ils sont quand même allés s'attaquer au marché d'une entreprise américaine énorme qui avait la capacité peut-être de venir les croquer quand ils voulaient, mais ils se battent, ils réussissent. Et ça marche. Eux, c'est les PC, petits culottés, l'autre c'est PG, vous voyez. Voilà, si c'est je veux ça. parler. Exactement. C'est ça, vous êtes allé faire Astérix face aux légions romaines, même si là elles sont plus américaines que romaines. Alors là, pour le coup, oui, on a des mastodontes en face de nous. Oui. Et ce qui nous a fait sourire cette année, c'est par exemple sur les couches, quand on l'a découvert, on n'en était même pas conscient, mais on vend même 3 fois plus de couches qu'Amazon du coup aujourd'hui. Donc le petit français a su faire faire son chemin. Donc c'est possible de fabriquer en France, c'est possible de fabriquer un meilleur produit qu'on peut retrouver qu'en grande surface. Par contre, voilà, faut retravailler la distribution, faut couper les intermédiaires. Faut pas se poser de questions. Même les auditeurs qui nous écoutent, j'en suis convaincu, veulent acheter français. Ils veulent acheter de la bonne qualité. Par contre, ils veulent aussi l'acheter du coup au juste prix. Et finalement, d'acheter des coûts intermédiaires, ça n'avait pas de sens. Et je suis convaincu que chaque achat, c'est vraiment un bulletin de vote. Et c'est ce que je dis. Consommer, c'est voter. Et pour le coup, c'est vraiment le cas. Là, par exemple, nous en indirect, on a créé 130 emplois du coup dans les Vosges. 130 emplois. Et les côtés ESAT, maintenant on fait travailler également plusieurs ESAT, dont un à temps plein où il y a 30 salariés en situation de handicap qui travaillent. Donc c'est vraiment le cas. Généralement, au début, on communiquait sur le fabriqué dans les Vosges. Finalement, on parlait pas du Made in France. On parlait vraiment du fabriqué dans les Vosges, à Laval-sur-Vologne au démarrage. Fabrication du coup en Vendée du coup à Montaigu. Et en fait, c'est un impact plus fort, je trouve. Alors, vous avez lancé un truc très intéressant, mais surprenant, je l'avoue, le gâteau de couche. Expliquez-nous. C'est comment rendre un cadeau lors d'une... Alors c'est un système qui est arrivé des États-Unis, ça n'existait pas en France il y a encore quelques années. C'est le concept de la baby shower. On vient fêter la naissance du bébé. Et pour le coup, le gâteau de couche est le cadeau finalement parfait parce que c'est le cadeau qui est utile après finalement dès les premiers mois.
Effectivement, bah ça c'est comme un beau gâteau. Moi je préfère le sponge cake, soit dit en passant. Mais ça c'est mon point de vue personnel. Olivier Robert, c'est génial de voir des entrepreneurs comme ça. Ouais, c'est génial. Et ce qui est formidable aussi, c'est dans ce que dit Mathieu, c'est qu'il dit on n'a pas mis en avant principalement le Made in France. Parce qu'aujourd'hui le Made in France se traduit pas bien. Ils ont parlé de la santé, ils ont parlé du prix, du circuit court, de l'innovation, de la juste rémunération des gens avec qui ils travaillent, des créations d'emplois. Et ça, ce sont les valeurs du Made in France, sauf que le problème, c'est qu'il faut les traduire. Eux, ils ont pris le devant en disant, on va surtout mettre en avant nos valeurs. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Batteur, fondateur des Petits Culottés. Tout de suite, on va parler de la brosserie française, spécialiste de la brosse à dents manuelle et des brosses à cheveux Made in France. On sera avec Olivier Remoissonnet, PDG de la brosserie française, une entreprise qui fêtera ses 180 ans l'an prochain. Restez bien avec nous dans les Vrais Responsables. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables spécial Made in France. Dans quelques instants, Olivier Remoissonnet, PDG de la brosserie française, qui fait des brosses à dents et des brosses à cheveux. Olivier Robert, on a deux personnes là dans le studio, Olivier Remoissonnet et Jean-Michel Nicolas, qui ont repris à une des entreprises qui périclitaient des belles entreprises et vieilles entreprises françaises. Est-ce que c'est pas un message pour ceux qui nous écoutent ? Évidemment, évidemment. Et c'est vrai que ce type d'entreprise qui renaissent de manière aussi efficace et de manière aussi qualitative, c'est forcément très très engageant, très encourageant aussi bien pour des entrepreneurs qui veulent se lancer ou ceux qui veulent reprendre des entreprises. On en a souvent eu sur le plateau de Sud Radio d'ailleurs, ce type d'entreprises qui ont été reprises. Donc clairement, c'est un vrai message. Alors Olivier Remoissonnet, vous êtes le PDG de la brosserie française, entreprise fondée en 1845, 180 ans l'an prochain, et vous avez repris l'entreprise qui périclitait. Comment est-ce que vous avez fait ? Vous étiez directeur industriel. J'étais le directeur industriel. Déjà, je l'ai pas repris tout seul. Oui. Je l'ai repris avec un associé qui m'accompagne depuis. Et puis, je l'ai repris avec une équipe de survivants qui ont su préserver un savoir-faire unique en France. En 2012, la fabrication de brosses à dents, il ne reste plus qu'une usine, c'est celle à préserver. Et donc, on s'est développé en refaisant sortir une marque qui était un peu une belle endormie, Bioseptile. Bioseptile, oui. Qui nous a permis de nous développer sur le digital. On est leader aujourd'hui avec plus de 40 000 foyers qu'on livre directement dans les boîtes aux lettres. Avec un concept, c'est si vous savez plus depuis quand votre brosse à dents est dans votre gobelet, quand elle arrive dans votre boîte aux lettres, c'est qu'il est temps de remplacer celle qui est dans le gobelet. Et donc ça, c'est une manière de dire on va apporter de l'efficacité dans notre produit. On a dupliqué le modèle dans les réseaux bio et on est aujourd'hui leader dans les réseaux bio. Et donc Bioseptile va continuer à grandir dans son expertise. Et puis, il faut qu'on arrive à se réinventer en permanence. Et moi, mon leitmotiv depuis toujours, c'est il faut qu'on soit là où les Français consomment. Alors, vous pouvez les montrer parce qu'elles sont très cocorico, elles sont très sympathiques à regarder avec les poils. Ça s'appelle les poils, hein. Ouais, c'est les bleu, poils. blanc, rouge. Le manche bleu, blanc, rouge. Il y a d'autres couleurs également. Oui. Et vous les fabriquez en France. Et vous faites même maintenant des produits français très abordables. Exactement. Et Ça s'appelle Parti Pris. Parti Pris. Tout l'objectif de cette marque, c'est de réconcilier les Français avec leur pouvoir d'achat. On a, je l'ai dit, une marque Bioseptile qui est une marque d'expertise et qu'on va continuer de développer sur les réseaux spécialisés, qui est devenue très connue maintenant parce qu'on est ceux qui ont permis de faire survivre une marque française en brosse à dents. Mais si on veut rentrer dans les réseaux de grande distribution et avoir une politique de prix qui soit accessible, il faut faire le pari des volumes. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte que les volumes donnent accès au prix et que ça redonne la compétitivité sur nos produits. Et pour faire des volumes, il faut mécaniser massivement. Théoriquement, vous qui êtes directeur industriel, il n'y a peut-être pas trop d'autres recettes, non ? Il n'y a pas d'autres recettes. Et l'industrie française s'était retranchée sur les marchés de niche. C'est bien parce que ça, on sait se préserver et on arrive à travailler correctement les marchés de niche. Mais l'avenir de l'industrie française passe par les marchés de volume. Parce que ce sont les seuls marchés qui permettent de prévoir les investissements sur le long terme avec des volumes qui vont permettre de les amortir. Alors, il va y avoir un pack Parti Pris à partir de début 2025, c'est ça ? Exactement. En quoi consiste-t-il ? C'est la continuité de notre brosse à dents Parti Pris qu'on retrouve en grande distribution, Leclerc, Auchan, Intermarché ou Carrefour, avec un produit qui a 99 centimes, et on va lancer notre pack de 4 brosses à dents à moins de 3 €, c'est-à-dire à peu près 75 centimes la brosse, à partir du début de l'année prochaine.
extraordinaire, fabuleux quand même, non? Ah ben fabuleux. Et alors Olivier Remoissonnet est humble. En 2025, il va inonder le marché français avec cette brosse à dents. Made in France à Beauvais, elles sont fabriquées dans l'Oise. Elles sont fabriquées à Beauvais et c'est tout l'enjeu des volumes. On a lancé un pari de fou cet été de dire on va produire 500 000 brosses à dents sans avoir l'ombre d'une commande, simplement sur le principe que cette économie d'échelle va nous permettre d'être très compétitifs sur le marché et de présenter notre brosse à 99 centimes. Et on a eu un vrai engouement de nos distributeurs. Et là, il faut reconnaître... Qui sont en particulier? La grande distribution. Oui. J'ai parlé de Leclerc qui nous a suivis dès le départ. J'ai parlé de Auchan, Carrefour qu'on a signé il y a très peu de temps. Très bien. Donc on est passé en l'espace de quelques semaines de 400 points de vente à 1700 points de vente. Et avec les deux distributeurs que l'on est en train de séduire, on devrait passer les 2500 à 3000 points de vente d'ici le printemps. Génial. Et ça prouve que c'est possible. Et ce sera la seule brosse à dents Made in France que vous pourrez trouver dans les rayons de la grande distribution. Donc la marque s'appelle Les Vertueux. Et cette marque, Les Vertueux, elle a cette vocation, c'est de démocratiser finalement le produit. Parce que c'est un sujet qu'Olivier donne souvent comme info, c'est de dire jamais personne ne se pose la question de ce qu'il met dans sa bouche. C'est-à-dire la brosse à dents, d'où elle vient, en quoi elle est composée, et pourtant on est dans un endroit un peu sensible. Là, on a une brosse à dents qui est saine, qui est faite en France, qui n'a pas fait 50 000 km pour arriver, parce qu'elles sont toutes faites en Chine, et il faut le dire, et qui sera à un tarif qui va être même plus bas que la concurrence. Et c'est une brosse qui contribue à notre modèle social et économique, parce que 96% des brosses à dents qu'on consomme en France sont importées. Dans 90% de Chine. Et, voilà. Et donc moi je dirige une équipe de super-héros parce qu'en fait mes 30 collaborateurs... Vous êtes 30 à travailler maintenant. On est 30 à travailler sur le site. Mes 30 collaborateurs prennent à eux seuls sur leurs épaules les cotisations pour notre modèle social. Et donc c'est ça notre modèle, c'est de dire l'accès au volume, c'est d'aller chercher ça pour démocratiser notre produit. On va parler d'un autre produit que vous faites et vous allez voir que je ne suis absolument pas corporate, ce sont les brosses à cheveux avec la marque Tracia. Elles sont également made in France. Parlez-nous de vos brosses à cheveux. Alors là, je ne pourrais pas être testeur, je vous le dis tout de suite, et vous le savez. Avec Tracia, on est allé chercher l'expertise et l'excellence. C'est renouer les brosses de nos grands-mères avec des designs plus contemporains qui vont s'adresser à des publics plus jeunes. Et donc on va chercher les produits d'exception avec la noblesse des matériaux et la grosse qualité de brossage, parce qu'on a tous oublié que nos brosses à cheveux, qui se sont maintenant fait faire 10 000 km pour arriver chez nous, ont énormément perdu en qualité. Et donc renouer avec cette qualité du démêlage, du beau coiffage, eh bien c'est Tracia. Et on a décliné Tracia en 1845, qui est notre marque grand public, qu'on retrouve aussi dans les réseaux bio. Et vous êtes labellisé entreprise du patrimoine vivant. On est labellisé. C'est quoi une entreprise du patrimoine vivant? C'est une reconnaissance de l'État sur l'entretien d'un savoir-faire historique. Et donc effectivement, l'entreprise en 1845 était la première. Oui. Et en 2012, elle était la dernière. Et donc, il était important que l'État reconnaisse cette particularité de préservation du savoir-faire et du patrimoine industriel. Mais on est aussi labellisé Origine France Garantie. Absolument. Et Origine France Garantie, c'est aussi pour le consommateur la certitude qu'on ne s'est pas autoproclamé Made in France, mais qu'il y a bien une démonstration derrière notre concept, avec une revendication qui est prouvée par des auditeurs qui viennent vérifier chez nous qu'on est bien Made in France. Mais une brosse Made in France, elle pourrait se vendre à l'exportation si vous avez des ambitions dans ce domaine? On est déjà présent sur les pays limitrophes de l'Europe. Donc c'est-à-dire la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse... Pas trop l'Allemagne, mais l'Italie, la Suisse et un peu l'Espagne. Oui, où il y a des grands distributeurs français. On a une présence en Malaisie. Oui. Ah oui, vous vendez en Malaisie? On vend en Malaisie. C'est génial. C'est bien. Alors, ça reste des volumes qui restent encore à démontrer, puisqu'on est à un peu moins de 6% de notre activité. Mais ça veut dire que le Made in France s'exporte bien et qu'il a une bonne cote de popularité, une belle reconnaissance, et ça reste un produit de savoir-faire. Magnifique. La conclusion, Olivier Robert, vous avez vraiment une écurie au sacré français qui est le must. Exactement. Mais vous savez, je crois que c'est la passion des entrepreneurs, la passion de l'entrepreneuriat. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il faut que ça sache. Donc c'est ça qui est important. Donc l'idée, c'est de trouver toutes les meilleures solutions pour mettre en avant ces entreprises, ces entrepreneurs, ces hommes, ces femmes, que ce soit les repreneurs, les créateurs, mais aussi que ce soit les gens qui travaillent tous les jours. Et c'est un peu le clin d'œil avec le maillot français où on sait qui a fabriqué son t-shirt. Et je trouve que c'est une belle initiative. Et vous allez organiser des rencontres du Made in France en 2025. Exactement. Donc le 22 mai 2025, nous organisons la 2e édition des rencontres du Made in France, qui a pour un objectif, c'est de mixer en fait des industriels, des institutionnels, des étudiants, pour réfléchir à la relocalisation, l'intérêt de la relocalisation, l'intérêt du Made in France, le financement, le local.
Merci beaucoup à vous, Olivier Robert. Merci à vous, Olivier Remoissonnet, PDG de la brosserie française. Jean-Michel Nicolas, dirigeant des Bergères de France. Et c'est également Nicolas Gomarir, fondateur du LCS Group, et Mathieu Batteur, fondateur des Petits Culottés. Bonsoir, tonton Maurizio. Bonsoir tout le monde. Alors, au menu des vraies voix du foot ce soir. Alors, au menu, on va revenir sur les incidents à Nantes et puis sur différents terrains. On va revenir sur le match d'hier, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Permettez-moi de vous dire, comme on a les patrons de Bergères de France et de la brosserie française, je me dis qu'à force de tricoter comme ça devant la surface, les joueurs du PSG vont finir par aller se brosser en Ligue des Champions. Monsieur jeu de mots, monsieur jeu de mots. Ça, c'est indétrônable. Il en a toujours une sous le coude. Voilà. Donc, ce soir, on va débattre de tout ça et puis surtout essayer d'analyser et surtout faire part de pas notre savoir, notre passion qui est le football. Et ce soir, allez Monaco et allez le LOSC. Voilà, on a 2 clubs français qui sont encore en Ligue des Champions et voilà. Le LOSC qui joue à Bologne et Monaco qui reçoit un ex-champion d'Europe, le Benfica Lisbonne. Et voilà, va y avoir du but. Eh bien, c'est tout de suite dans les vraies voix du foot avec tonton Maurizio et son équipe. Voilà. Tout de suite, on retrouve Cécile de Ménibus dans Sud Radio à votre service et à demain 17h pour les vraies voix. Sud Radio à votre service.